Nous sommes, Monsieur Jacques Attali, très honorés d'avoir que vous ayez accepté notre invitation à ouvrir nos journées. Je vais très rapidement vous présenter, peut-être vous poser quelques questions pour engager avec vous le débat qui nous occupe. Vous êtes polytechnicien, énarque, vous avez été le conseiller spécial du président Mitterrand, vous avez œuvré à la création d'un certain nombre d'institutions internationales ou d'ONG. Je pense notamment à la BERD, la Banque européenne, que vous avez présidée pendant un certain nombre d'années. Vous avez notamment créé la fondation que vous présidez toujours, qui s'appelle Positive Planète. Et je pense qu'il n'est pas inutile de rappeler que cette fondation, qui existe depuis une vingtaine d'années, a permis la création d'entreprises positives dans les quartiers, mais également en France, mais également dans un certain nombre de régions africaines ou au Moyen-Orient. Vous êtes également, et que cette fondation a permis d'appuyer le développement de 11 millions de micro-entrepreneurs. Je crois que ce sont des chiffres à peu près précis. Vous êtes l'auteur de plus de 80 ouvrages. Le dernier s'intitule « Faire réussir la France, 30 réformes majeures et 250 actions urgentes », qui est paru en 2021 chez Fayard et qui est, je crois, qui avait vocation à amener un certain nombre d'éléments de réflexion dans le cadre du débat préparatoire à la dernière élection présidentielle. Nous vous avons sollicité, Monsieur Attali, au regard de vos actions et de vos réflexions, visant notamment à travers le concept d'économie positive, de lutter contre une économie à court terme, court-termiste, et une économie centrée sur l'intérêt général, et peut-être plus encore une économie centrée sur l'intérêt des générations futures. On vous a entendu à plusieurs reprises évoquer la nécessité d'agir et de penser aujourd'hui pour préparer le monde de demain, et notamment en matière d'éducation. Nous sommes dans ce lieu ici où ça a fait résonance, cette question de l'éducation. C'est aussi à ce titre que nous avons souhaité vous solliciter. Vous êtes ici devant des directrices et des directeurs qui agissent dans le secteur associatif auprès d'enfants, d'adolescents en protection de l'enfance, dans le secteur de handicap, en grande exclusion, et qui ont comme mission de tenter de réussir l'inclusion de ces personnes et leur accès à la pleine citoyenneté. Donc des publics, l'un des publics en tout cas, les plus vulnérables de notre société. Nous nous interrogeons pendant ces journées sur la question de savoir ce que seront ces fonctions de direction dans 10 ou 15 ans. Si nous vous avons sollicité, ce n'est pas pour traiter directement de ces fonctions de direction, bien évidemment, mais c'est qu'il nous a semblé important de prendre un petit peu de hauteur et d'avoir une réflexion sur des dimensions plus sociétales, en termes d'évolution du monde, je vais dire ça comme ça, et que vous nous donniez quelques éléments de votre réflexion, de vos analyses relativement à les évolutions de cette société. Est-ce qu'il y a quelques grandes tendances qui vous paraissent majeures aujourd'hui? Quelles sont les hypothèses qu'on peut poser? Quelles sont peut-être les manières d'agir qu'il est important de penser aujourd'hui pour préparer demain? C'est à ce titre-là qu'on vous a demandé de venir nous éclairer et d'ouvrir avec nous ces journées. Je précise que nous allons faire en sorte qu'on arrête nos échanges à 15h45, puisque vous devez partir. Donc on va commencer tout de suite. Je vais vous laisser la parole. Et puis on pourra avoir bien évidemment un échange avec la salle à partir des éléments que vous voudrez bien nous apporter. Merci en tout cas. Ouais, c'est moi qui vous remercie. C'est moi qui me ressens comme un grand privilège d'être des vôtres aujourd'hui. C'est un grand honneur d'être avec vous. Je connais beaucoup d'entre vous et je connais beaucoup des organisations que vous représentez. Et je considère, je réfléchissais un mot pour vous caractériser tout à l'heure en arrivant. Et vraiment, je pense, c'est pas parce que je suis devant vous que je vais dire ça, mais je pense que vous êtes vraiment la pointe de diamant de la société. Parce que vous représentez l'action la plus importante à l'égard des publics les plus difficiles et les plus essentiels de notre avenir. Si vous échouez, ça sera la preuve que le monde va très mal.
le monde associatif ne m'est pas étranger. En effet, vous l'avez dit, j'ai eu le privilège de participer à la fondation d'un certain nombre d'associations et d'en gérer une en ce moment. Le monde associatif est d'une diversité extraordinaire, puisque ça va, comme vous le savez, des pêcheurs à la ligne à des associations extraordinairement professionnelles. Mais je reviendrai tout à l'heure sur la spécificité et le rôle de ce monde dans l'univers qui vient. Je suis heureux que vous m'ayez demandé d'essayer de le replacer dans un contexte plus général, très général, parce qu'en effet, vous avez raison, il faut regarder loin devant pour essayer de savoir sur quoi on va tirer, au sens positif du mot, et surtout quand on s'occupe, comme vous, de l'enfance. Les gens dont vous vous occupez aujourd'hui, ils auront l'âge des plus âgés d'entre vous, et je dois être le plus âgé d'entre vous dans cette salle, vers 2100, 2090, 2100. Donc ce sont s'intéresser à savoir ce que sera le monde quand ils seront encore là, et n'est pas sans intérêt. Bien sûr, c'est très difficile d'imaginer d'une façon sérieuse ce que sera le monde en 2100, mais après tout, pourquoi pas, on peut essayer, et en tout cas, ça vaut la peine de voir quels sont les paramètres sur lesquels on pourra agir, ceux sur lesquels on ne pourra pas agir, et comment, là où vous êtes, là où nous sommes chacun d'entre nous, c'est-à-dire minuscule dans les enjeux de la planète, ce qu'on peut faire pour guider son propre comportement. Son comportement personnel, son comportement professionnel, son comportement de citoyen et son comportement dans toutes les dimensions de notre vie. Qu'est-ce qu'on peut dire du monde qui vient ? Si on regarde les tendances longues du passé, ce qui est mon habitude, moi j'essaie toujours de comprendre l'avenir en regardant les tendances longues du passé, on peut avoir quelques certitudes ou quasi-certitudes sur des choses qui vont arriver et sur lesquelles on peut agir, ou puis des choses sur lesquelles on ne peut pas trop agir. Le premier domaine sur lequel on peut avoir une quasi-certitude à 2050 et puis beaucoup plus d'incertitude pour après, c'est évidemment la démographie. Alors la démographie, on sait, vous connaissez sans doute aussi bien que moi les chiffres, on sera 9,5 milliards en 2050. Ce 9,5 milliards sera d'abord composé de 4 milliards en Afrique. Et avec deux tendances complètement différentes, les pays qui vont vieillir, qui ont commencé à vieillir, et les pays qui vont continuer à ne pas vieillir, à croître, à se rajeunir. Les pays qui vont vieillir ou qui ont déjà commencé à vieillir sont quelques pays d'Europe, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, et un grand pays du Sud, du quasi-Sud, la Chine. Et puis d'autres pays qui vont vieillir de façon extrême, comme la Corée ou le Japon. Dans ces pays, ça va aller très vite, parce qu'au rythme actuel, en 2100, le Japon sera la moitié de la population d'aujourd'hui. L'Italie aura perdu presque un peu plus du tiers de sa population, l'Allemagne aussi. Et dès 2050, la Russie aussi fait partie des pays qui vont énormément vieillir. Et donc, si on regarde les chiffres de 2050, les données les plus frappantes, c'est qu'il y aura plus de Turcs que de Russes, plus de Français que d'Allemands, et plus de Nigérians que d'habitants des États-Unis. C'est dans l'ordre de grandeur. Le pays qui va croître le plus vite, c'est le Nigeria, avec le Pakistan, et l'Inde sera le plus grand pays du monde, ce qu'il est déjà d'ailleurs, plus tôt que ce qui était prévu, avec une Chine qui aura commencé à s'effondrer. Alors, dans le vieillissement, ce qui, comme vous savez, ne concernera pas la France, puisqu'au rythme actuel, nous ne vieillissons pas, nous ne croissons pas, mais nous ne rajeunissons pas, mais nous ne vieillissons pas, d'ici à 2050, avec beaucoup de différences entre ceux qui vieillissent riches et ceux qui vieillissent pauvres. Il n'y a rien de pire que de vieillir pauvre, tant à titre individuel qu'à titre collectif. Et il y a des pays qui vont vieillir avant d'être riches, c'est le cas de la Chine. Il y a des pays qui vont vieillir alors qu'ils sont riches, c'est le cas du Japon, de l'Italie et de l'Espagne. Ça, c'est pour ces grandes tendances. Pour après, alors 2050, c'est à peu près, le match est pratiquement fini, c'est à peu près décidé. Mais il y a quand même beaucoup d'incertitudes sur
les taux de natalité qui peuvent s'effondrer ou s'accélérer. Par exemple, on pensait qu'il allait y avoir un ralentissement de la natalité parce que les filles allaient à l'école. Or, il semble que les filles aillent moins à l'école que ce qu'on pouvait espérer, en particulier à cause de la pandémie qui a cassé, non seulement pendant un an, c'est pas une parenthèse, dans beaucoup de pays, le fait d'avoir quitté l'école est irréversible. Au Mexique, par exemple, il y a 5 millions de jeunes qui ont quitté l'école et qui ne reviendront plus. Et en particulier dans ce pays, il y a une accélération du mariage des filles jeunes. Et une fille jeune, enfin 85% des filles qui se marient quittent l'école à l'échelle mondiale. C'est en gros le chiffre. Donc vous voyez ce que ça donne comme... et naturellement, quand elles se marient jeunes, elles ont plus d'enfants que quand elles se marient moins, quand elles ont pas fait... Enfin, quand elles ont fait des études, elles ont moins d'enfants que quand elles n'en ont pas fait. Donc il y a quand même des variables qui donnent à penser que des pays dont on pensait que la natalité a débaissé va continuer à augmenter. Même s'il y a aussi une thèse qui consiste à penser que la natalité va s'effondrer et que en 2100, on ne sera pas à 11 milliards, mais 4. Donc, après 2050, il y a vraiment un vrai brouillard sur la natalité. Certains disent qu'on sera que 4 milliards 50 ans plus tard, et d'autres disent qu'on sera 12 milliards. Donc, on est encore dans l'incertitude, mais il n'y a pas cette incertitude sur 2050. Il y a aussi une grande incertitude en termes de démographie sur urbanisation ou pas. Le discours dominant, c'est de dire qu'on va passer à 80% de la population de la planète en population urbaine, et avec les 2/3 des villes sur les côtes. Mais ça va nous ramener à un autre sujet tout à l'heure. Évidemment, c'est celui de l'environnement qui donne à penser que c'est pas ça qui va se passer et qu'il va y avoir beaucoup moins de monde qu'on croit dans les villes, et en tout cas beaucoup moins de monde qu'on croit sur les côtes. Migration, là aussi c'est un sentiment d'incertitude. Le sentiment général, c'est qu'on va avoir 2 milliards de personnes qui, dans 30 ans, ne vivront pas là où ils sont nés, avec surtout des migrations sud-sud, assez peu de migrations nord-sud, semble-t-il, même si elles sont possibles, mais beaucoup de migrations sud-sud, et puis avec des zones qui vont devenir invivables. L'exemple caractéristique dont on a un exemple qu'on se voit aujourd'hui, c'est le Pakistan. Regardez ce qui se passe au Pakistan si vous n'avez pas suivi. 200 millions d'habitants, une situation climatique tragique avec des températures à 50 degrés, une inondation qui a envahi le tiers du pays. Le tiers du pays, c'est la Grande-Bretagne. Le Pakistan, c'est 3 fois la Grande-Bretagne. 30 millions de personnes qui n'ont plus de logement. 30 millions de personnes qui n'ont plus de logement. On a pu reloger pour l'instant 1 million des 30 millions, donc ils sont nulle part. Naturellement, plus d'écoles, plus d'hôpitaux, plus de routes, plus rien. Si on était en France, les zones où ils sont seraient déclarées zones inondables, donc on ne construirait plus là et on dirait aller vivre ailleurs. Bon. Difficile de demander à un pays tout entier d'aller vivre ailleurs, même si le Pakistan n'est pratiquement plus un pays habitable, ce qui est le cas aussi du pays de l'autre côté du Golfe, de l'autre côté du sous-continent indien, qui est le Bangladesh, qui n'a pas été touché, mais qui sera prochainement touché par quelque chose du même genre. Donc on a, et là, si vous savez, vous regardez bien où est le Pakistan, ça veut dire des mouvements de population vers l'Inde, difficile parce que l'Inde, qui est le plus grand pays musulman du monde, ce n'est pas ni l'Indonésie ni le Pakistan, c'est l'Inde. Vous voyez tous les problèmes politiques qui sont posés, puis à côté c'est tout simplement l'Afghanistan, donc les migrations ne sont pas faciles, la Chine au nord, etc. Donc on a des mouvements de population qui vont être très difficiles et des gens qui vont être coincés dans des zones invivables, mais on aura quand même des mouvements énormes vers les côtes au départ, et puis ensuite des mouvements vers des zones plus tempérées qui sont aujourd'hui peu peuplées, qui sont toute l'Afrique du Nord, qui n'est pas très peuplée, mais qui sans doute le sera davantage, avec tout ce qu'on peut imaginer comme difficultés ou comme problèmes politiques liés à ce passage. Et puis le passage nord-sud, sud-nord, dont on voit déjà les traces à la frontière mexicaine, américano-mexicaine, et dont on voit combien la Méditerranée va être une zone d'énormes mouvements, avec aussi des mouvements par l'Europe de l'Est. Ça, c'est les premières tendances. Je pourrais longuement insister là-dessus si vous le souhaitez en détail, mais ça, c'est les premiers mouvements avec certainement des crispations.
qu'il laisse entendre une tendance aussi qui sera une tendance à la fermeture. Ne pas accepter ces mouvements, se fermer, empêcher, tout faire pour bloquer, etc. Qui rentrera dans une grande tendance à l'individualisme idéologique, mais aussi à la fragmentation géopolitique. Deuxième courant sur lequel on peut prévoir des choses, c'est tout ce qui est la technologie. Alors là, il y a des mutations absolument gigantesques qui sont en cours, qui commencent à peine. Dans le domaine le plus proche, le numérique, ça va aller très très vite pour aller vers les hologrammes. Le métavers, c'est pas la même chose. Hein. Les hologrammes, c'est moi virtuel qui est là, mais vous êtes là, tandis que le métavers, vous me voyez en virtuel à travers des lunettes et je suis pas réel, mais je ne suis pas présent dans une salle, mais vous me voyez présent dans un univers imaginaire. C'est deux technologies différentes qui sont en train d'avancer à très très grande vitesse, avec des conséquences énormes sur l'éducation, le journalisme, le spectacle, l'art, etc. L'éducation en particulier est considérable. D'autres dimensions liées à ces technologies du digital qui sont dont on ne connaît pas, qu'on n'a pas encore perçu, mais par exemple, il y a aujourd'hui 1,5 milliard de personnes qui ne savent pas vraiment lire, soit parce qu'ils n'ont pas encore appris, soit parce qu'ils l'ont oublié. Il y a aujourd'hui des technologies qui sont pratiquement prêtes, en fait. C'est une question beaucoup plus rapide qu'on ne croit. C'est un téléphone dans lequel vous aurez la possibilité de faire toutes les opérations téléphoniques, et bien au-delà, sans savoir lire ni écrire, ni compter. D'ailleurs, vous direz, passez-moi le numéro un tel, on vous le passera. Et si vous recevez un message SMS, le téléphone vous lira le message. Donc, très intéressant en termes d'éducation, on n'aura plus besoin de savoir lire et écrire, très bientôt. On n'aura plus besoin non plus de connaître les langues étrangères, parce que ce même appareil, ce téléphone dont je vous parle, il existe. Hein, et étonnamment, il a été construit, et aujourd'hui, il est expérimenté par une firme ivoiro-béninoise. Les 2 milliards d'Africains qui vont devenir 4 commencent à entrer dans le marché de la technologie parce qu'ils ont un énorme marché, puis parce qu'ils ont des ingénieurs très, très compétents. Vous imaginez un monde où on n'a plus besoin de savoir lire et écrire, où les machines à traduire qui existent déjà vont être des machines à traduire automatiques, c'est-à-dire je parle dans une langue, vous m'entendez dans une autre, sans avoir besoin des interprètes ici, mais vous m'entendez dans une autre, et ce qui fait d'ailleurs que tout le discours sur la généralisation de l'anglais et de la disparition des autres langues est mort. D'ailleurs, ça renvoie à un peu de leçon d'histoire. C'est ce qui s'est passé au moment de l'apparition de l'imprimerie. Je pourrais revenir sur une question, mais ce serait trop long, mais c'est fascinant. C'est exactement au moment de l'imprimerie, on a cru qu'il y avait une langue qui allait s'imposer à tout le monde, puis c'est le contraire qui est arrivé. Là, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on aura la possibilité de parler dans n'importe quelle langue et d'entendre entendu dans n'importe quelle autre. Et ça, est-ce que c'est 2 ans, 5 ans, 10 ans, en tout cas, c'est là. Autre tendance qui est liée à ça, même tendance qui est liée à ça, c'est la fragmentation. C'est-à-dire je suis tout seul, je parle ma langue, tout le monde m'entend dans une autre langue, je suis à la fois avec tout le monde, mais je suis en même temps tout seul. Ça rentre dans cette tendance à la fragmentation. Toutes les autres technologies qui arrivent sont à la fois d'extraordinaires promesses. En matière de santé, on voit des choses arriver qui sont phénoménales, donc qui vont augmenter l'espérance de vie. On voit des choses arriver qui vont être aussi phénoménales en termes de prévention, de possibilité de savoir à l'avance les maladies qu'on risque d'avoir, donc de créer les conditions de s'y préparer, etc. Donc l'espérance de vie plus longue, la mortalité infantile potentiellement plus faible, en tout cas d'un point de vue technologique, et avec des secteurs d'innovation qu'on connaît encore mal, mais qui vont avoir un impact considérable, qui sont l'ordinateur quantique, qui change complètement la puissance des ordinateurs d'une puissance sans rapport avec ce qu'on a aujourd'hui, qui arrive plus vite qu'on ne pouvait le croire. Les nanotechnologies, les biotechnologies en termes médicaux et qui vont permettre, par exemple, de se débarrasser totalement des engrais, enfin des engrais de l'azote, pas des engrais du potassium qui sont très précieux,
Et puis, derrière ça, il y a quelque chose qui va, à 20 ans d'ici, avoir un impact extraordinaire, si on arrive à dans 20 ans, je vais y venir tout à l'heure, qui est ce qu'on appelle le biomimétisme, qui est un domaine qui va prendre une ampleur considérable, c'est-à-dire regarder ce que fait la nature et tenter de l'imiter. Nous sommes une espèce parmi des millions, sinon des centaines de millions d'espèces différentes. Toutes les espèces vivantes inventent en permanence des techniques, des technologies, soit individualistes, soit collectives, pour se nourrir, pour se vêtir, pour se protéger, pour se transporter. Nous avons beaucoup à apprendre de ce que fait la nature et il y a beaucoup de choses qui vont dans cette direction, qui correspond à la fois à une dimension très humble de j'apprends de la nature, aussi une dimension très faustienne, je transforme la nature en un artefact. C'est la dualité. Et c'est d'ailleurs une des grandes tendances lourdes aussi de l'histoire de la technologie et de l'histoire humaine, c'est de remplacer des services rendus par des gens par des artefacts. Depuis toujours, depuis le début de l'histoire humaine, on remplace des services par des objets. On les réifie. Alors, si on veut avoir une lecture purement économiste, on dira que c'est le capitalisme qui transforme un service en une source de profit. Mais de façon plus générale, c'est la volonté de faire moins d'efforts qui réifie. Et avec une tendance qui est en train d'aller plus loin, c'est-à-dire que non seulement on va être accompagné de prothèses, mais progressivement nous sommes en train de devenir des prothèses. C'est-à-dire qu'on a des prothèses en nous, d'abord des prothèses assez innocentes. Le téléphone est une prothèse distante, lointaine, présente. Est-ce qu'elle est en nous ou à côté de nous? Mais aussi des prothèses médicales, on le sait, on commence à en avoir, mais des prothèses qui vont aller très loin avec les progrès de la neuroscience et avec le lien entre neurosciences, hologramme, métaverse, éducation, jeu. Voilà ce que nous annoncent les technologies, avec aussi une grande tendance qui est de l'évolution d'une société liée à la force, à une société où le pouvoir ne sera plus seulement celui de la force, je reviendrai sur la force tout à l'heure, mais avec un basculement vers la tentation de créer les conditions d'une jouissance de la soumission, qui est une vieille histoire, mais qu'on voit se généraliser par le fait que beaucoup de choses, et vous en êtes des acteurs plus ou moins libres, de la transformation de l'éducation en jeu, de la distraction. Le fait qu'en anglais on invente tellement de mots comme infotainment, edutainment, c'est-à-dire le fait que le grand nombre d'activités deviennent des activités qui utilisent la distraction comme une ruse pour faire autre chose, est une grande tendance qui consiste à passer d'une société de la force pure, une société ancienne, qui encore une fois existe encore, est encore d'une présence, parce que toutes les périodes s'entrechoquent, nous sommes au Moyen-Âge, bien des dimensions de nos sociétés, mais il y a aussi cette tendance à transformer le pouvoir en autosoumission au pouvoir. La phrase de la Boétie, jouir de la servitude, et qui là encore renvoie à cette notion de fragmentation. Je m'auto-contrôle, ce qu'on voit apparaître avec des choses d'abord simplistes comme je mesure mon poids, je me contrôle, je monitore ma santé, et qui va de plus en plus loin avec tout ce qu'on voit sur les bases de données de toute nature qui vont permettre à la fois de se contrôler et d'être contrôlé en permanence. Donc une sorte d'intériorisation de la soumission sous forme de peur créée. J'ai peur de mourir, il y a la peur principale, et donc je préfère obéir à la norme plutôt que de mourir. Non pas à la force, mais à la norme. Voilà certaines des grandes tendances. À côté de ça, il y a évidemment une autre tendance très, très lourde. Et deux autres tendances très lourdes qu'on peut à peu près voir. La première, c'est évidemment la tendance écologique, qui a au moins deux dimensions dialectiques. L'une qui commence à être entendue, à force de nous répéter, ça s'entend, c'est-à-dire la tendance climatique. Bon, on sait maintenant que
Si on continue comme ça, c'est pas 1,5 degré, c'est pas 1,5 degré, c'est pas 2 degrés, c'est 4 degrés, et ça va aller plus vite que prévu. Que c'est encore réversible aujourd'hui, pas totalement, le 1,5 il est dans la boîte, mais un peu au-delà c'est encore réversible, et que c'est entièrement lié à notre capacité à réduire notre production et absorption de CO2. Réduire la production et augmenter l'absorption du CO2. Donc là, il y a encore une marge de manœuvre, mais la tendance est catastrophique. On va plutôt vers le 4 degrés qui signifie que ce qu'on a vu au Pakistan, c'est-à-dire 50 degrés pendant 1 mois et demi, va devenir la norme dans beaucoup de régions. On n'en est peut-être pas loin d'avoir ça en France au mois de juin, au mois de juillet, dans la région de Bordeaux. Donc la tendance climatique maintenant, c'est-à-dire pas seulement forte température, mais gros écarts, etc., avec des régions nombreuses qui vont devenir vite invivables, en particulier les régions côtières. Et quand je disais tout à l'heure que les gens vont venir vers les côtes, s'ils viennent vers les côtes, ils vont être piégés sur les côtes, parce que ce sera invivable. Et avec une deuxième tendance écologique très importante aussi, c'est la disparition de la biodiversité, qui est liée d'une façon dialectique avec le climat, mais pas seulement. La perte de la biodiversité, ça vient essentiellement de la disparition de l'artificialisation des sols, l'urbanisation, l'augmentation de la population, oui, tout se tient. Une population, donc il faut la loger, donc il faut artificialiser les sols. Et l'artificialisation des sols renvoie aussi à cette longue structure dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire l'artificialisation du monde. Nous sommes accompagnés de prothèses, mais nous transformons le monde naturel en une prothèse en l'artificialisant. Et en l'artificialisant, quand on met du béton sur le sol, on détruit tout ce qui est en dessous. Il y a beaucoup plus de vie sous le sol que dans la mer. Et tout ce qui est sous le sol est absolument vital pour la vie de l'humain. Même évidemment, il y a des milliards d'animaux sous le sol qui créent le fait que le sol est utilisable pour fabriquer la nourriture dont nous nous nourrissons. Donc l'artificialisation est mortelle. Et l'artificialisation est encore une fois liée à l'évolution démographique et à l'évolution technologique. Donc là, ce sont deux tendances très lourdes, avec des réponses qui arrivent aussi par la technologie et peut-être des réponses politiques, on viendra tout à l'heure. Il y a maintenant une quatrième évolution, j'ai dit démographie, j'ai dit technologie, j'ai dit environnement, il y a un quatrième domaine dans lequel on peut voir des tendances, puis après il y en aura un cinquième, puis après je m'arrêterai là pour les tendances générales. Le quatrième domaine, c'est la géopolitique. Ça, c'est d'une certaine façon à peu près le plus facile à prévoir, c'est quelles vont être les puissances dominantes, est-ce qu'il y en a des risques de conflit, comment ça se passe. Oui, on peut assez bien décrire les tendances actuelles depuis 15 ans. D'abord, on peut les décrire depuis 1000 ans. Et il y a des patterns, des motifs qu'on retrouve. Je pourrais vous en parler pendant des heures sur le passé, mais sur l'avenir, il y a 5 tendances. Première tendance, déclin de l'Empire américain, déclin relatif de l'Empire américain. Donc l'Empire américain reste le plus puissant, mais relativement moins puissant à cause de la croissance des autres. Deuxième tendance, tentative d'un autre empire de prendre la place de l'Empire américain, comme les Américains ont pris la place des Anglais, comme les Anglais ont pris la place des Hollandais. La France n'a jamais été dans la course, hein. Pas croire nos livres d'histoire. La France n'a jamais été dans la course de la superpuissance. Avant les Hollandais, c'était Venise. Nous, jamais. Aujourd'hui, la Chine tente de devenir une superpuissance. Elle n'y arrivera pas. On pourra revenir là-dessus longuement, à la fois pour la raison démographique dont je parlais tout à l'heure, mais aussi en raison de son système politique et aussi de sa culture très profonde, parce que la Chine n'est pas une nation impérialiste, et puis la dictature actuelle va l'en empêcher. Donc, on va se trouver à quelque chose qui ressemble plus, non pas au moment où la Grande-Bretagne a cédé la place aux États-Unis, ou au moment où les Pays-Bas ont laissé la place à la Grande-Bretagne, l'un à la fin du XVIIIe, l'autre à la fin du XIXe siècle, mais plutôt à ce qui s'est passé vers le 4e, 5e siècle de notre ère, au moment où un empire a disparu sans remplacement. Au moment où l'empire romain a disparu, 4e, 5e siècle,
sans que personne n'en prenne le pouvoir. Ce qui ne veut pas dire, contrairement aussi à ce que racontent les histoires, ça n'a pas été une période barbare, une période obscure. Il y a eu des choses absolument extraordinaires, très civilisées, qui sont produites entre le 5e siècle et le 12e siècle. C'était même incroyablement créatif, mais il n'y avait pas d'empire dominant. C'est plutôt ça qu'on va voir arriver, deuxième phase. Troisième phase, tentative par le marché, les entreprises de prendre le pouvoir contre les États. C'est ce qu'on voit déjà avec les GAFA, les grandes entreprises qui sont plus fortes que les États, qui vont essayer, alors soit ils vont être battus par les États, comme les Chinois qui ont battu leurs propres entreprises pour garder le pouvoir, les Américains n'y arrivent pas, parce que le pouvoir américain est déjà trop faible et trop corrompu pour pouvoir prendre le pouvoir sur les grandes firmes américaines. Donc les grandes firmes américaines deviennent mondiales, et quelques autres aussi, mais je ne pense pas non plus que ce troisième, que les entreprises seront capables de gouverner le monde. Donc on arrive déjà à une phase de chaos avec personne capable de gouverner le monde. Et avec donc des risques de conflits énormes, écologiques, d'inégalités, puisque les entreprises sont comme la technologie, sont d'extraordinaires machines à fabriquer des inégalités. La technologie, on a toujours dit que ça réduisait les inégalités. C'était vrai, quand vous avez une technologie qui apparaît, elle se généralise et tout le monde en profite et donc ça égalise. Mais c'est pas vrai quand les innovations sont très rapides. Parce que quand les innovations sont très rapides, il y a des gens qui en profitent, qui deviennent riches, l'innovation se diffuse, mais déjà, une nouvelle innovation est apparue qui agrandit encore le pouvoir des plus riches, et donc on a un creusement des inégalités qui est une tendance très profonde de nos sociétés depuis quelques siècles, et qui est en train de s'accélérer pour toutes les raisons qui précèdent. Donc le marché, on va arriver à un moment où il y aura un marché très puissant, très inégalitaire, aucun mécanisme de redistribution, des tragédies écologiques partout, et des tentations de conflits de toute nature, avec des blocages identitaires qui vont amener chacun à vouloir dominer. Les Russes contre leurs voisins, les Chinois contre leurs voisins, certains pays du Maghreb contre les autres. Enfin, on voit déjà tout ça. Donc les risques d'un chaos planétaire militaire sont là. Ça fait très longtemps que je dis que le risque d'une guerre nucléaire est plus présent qu'on ne peut le croire. Et malheureusement, hein, depuis ce matin, c'est encore plus... si personne ne voulait l'entendre, il y a quelqu'un qui a mis les sous-titres ce matin. Une guerre nucléaire est possible. Je dirais même vraisemblable. Ce qui évidemment change beaucoup de choses dans nos discours sur l'avenir. C'est à ce moment-là, dans des moments comme ça, on dit mais attention, mais on pourrait faire beaucoup mieux. Et c'est d'ailleurs vers 1907, au moment où on commençait à voir les risques d'une guerre mondiale, que des théoriciens, dont d'ailleurs surtout des théoriciens français, ont conçu la SDN. Mais la SDN, on ne l'a pas faite à la place de la Première Guerre mondiale, on l'a faite après la Première Guerre mondiale. Et de même, vers 1931-32, quand la SDN a échoué, il y a beaucoup de gens qui ont dit il ne faut pas faire comme ça, il faut faire autrement, et qui ont conçu les Nations Unies. Et là encore une fois, on n'a pas fait les Nations Unies à la place de la Seconde Guerre mondiale, mais après la Seconde Guerre mondiale. On est aujourd'hui exactement dans la même circonstance. On sait très bien ce qu'il faudrait faire. Mais est-ce qu'on le fera à la place de la catastrophe ou après la catastrophe? Le plus vraisemblable, c'est qu'on le fera après la catastrophe. Ce qu'il faudrait faire, c'est passer d'une société qui met l'accent sur l'individualisme comme idéologie dominante, qui est là par le marché, par la technologie, par les replis identitaires qui fait que le chacun pour soi est là, mais c'est un chacun pour soi aussi dans l'instant. Je préfère moi à tous les autres, mais je préfère moi maintenant à moi demain. Le chacun pour soi, c'est la même chose que le court-termisme. Le chacun pour soi, c'est je préfère mon intérêt d'aujourd'hui à mon intérêt de demain. Donc l'individualisme et le court-termisme, c'est la même chose. Le court-termisme, c'est l'individualisme poussé à l'extrême. Et on en est là. On est un monde où nous sommes de plus en plus une juxtaposition de narcisses. Je vais dire, vous allez me dire si ça reflète quelque chose dans vos propres structures. Non, parce que par définition, vous-même, vous êtes dans l'anti-univers de cela. Mais dans une entreprise normale,
c'est-à-dire pas les vôtres. Une entreprise, c'est une collection de mercenaires déloyaux. Alors, réfléchissez-vous, êtes-vous des mercenaires? Êtes-vous des loyaux? Pourquoi des mercenaires? C'est-à-dire des gens qui ne sont là que pour l'argent. Des loyaux, ça veut dire qu'ils sont capables de changer d'employeur à chaque instant, au nom de leur liberté individuelle. Je suis libre, donc je ne suis attaché à rien d'autre qu'à moi. Et donc, la loyauté n'est pas une valeur. La liberté et la loyauté sont des valeurs contradictoires. Puisque si je suis loyal, par définition, c'est une restriction à ma liberté. Et ceux qui poussent la liberté jusqu'à l'extrême poussent la déloyauté jusqu'à ses fondements. Nous sommes dans un univers où nous rentrons dans cette évolution dans laquelle la démographie, la technologie, les enjeux divers nous y poussent. Et ce à quoi on assiste en permanence. Alors, naturellement, tout ça ne peut pas durer. C'est pourquoi on assiste aujourd'hui à cette éco-anxiété auquel on commence à faire référence, au fait que beaucoup de gens se demandent si tout ça est vivable ou possible. Oui, je pense que nous sommes à un moment de confrontation idéologique très puissante entre deux choses très simples. L'idéologie de l'individualisme, qui est celle de la liberté individuelle ou du libéralisme politique et économique, le même, qui là se rejoignent, même si libéralisme économique et politique, ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire le fait de faire l'apologie de la liberté comme valeur absolue, suprême, mais la liberté personnelle. Et encore une fois, de la liberté de moi maintenant, y compris contre moi demain, qui est l'idéologie qui est en train de l'emporter partout, et qui est une idéologie suicidaire. Et l'autre univers, qui est une idéologie de l'altruisme. L'altruisme, ça veut dire, d'une façon d'abord très cynique, j'ai intérêt au bonheur des autres. C'est ce que j'appelle l'altruisme rationnel. J'ai intérêt au bonheur des autres. J'ai intérêt à ce que les autres soient soignés, parce que ça m'évite d'être malade. J'ai intérêt à ce que les autres soient éduqués, parce qu'ils seront moins barbares face à moi. J'ai intérêt à ce qu'ils ne soient pas pauvres, parce que s'ils ne sont pas pauvres, ils ne vont pas venir me prendre ce que j'ai. J'ai intérêt à ce qu'ils soient plutôt riches, parce que comme ça, ils vont être des clients pour mes propres affaires. Ça, c'est la première dimension de l'altruisme. C'est l'altruisme qui découle de l'individualisme. Et puis il y a un autre altruisme, qui est sans doute celui que vous pratiquez, qui est je trouve mon bonheur dans le bonheur des autres. Non seulement c'est mon intérêt que les autres soient heureux, mais c'est aussi ma source de bonheur. C'est ce qu'on voit avec le comportement des parents. Alors on peut discuter pendant des siècles, et on l'a fait depuis des siècles, de savoir s'il existe un instinct maternel ou paternel ou pas. Enfin, oublions cette question d'instinct. Le bonheur d'être parent n'est pas lié seulement, comme c'était le cas dans beaucoup de civilisations, comme ça l'est encore aujourd'hui, au fait que les parents ont un altruisme intéressé parce qu'ils ont intérêt à ce que leurs enfants soient bien portants, parce qu'il n'y a pas de système de retraite et que c'est les enfants qui vont leur assurer leur train de vie après un certain âge. Donc, s'occuper des enfants, c'était de l'égoïsme pendant très longtemps. Aujourd'hui, pour beaucoup de cas, ça devient de l'altruisme parce qu'on trouve du plaisir ou un vrai bonheur à créer les conditions du bien-être et de la transmission en tant que telle comme valeur. C'est le cas de vos métiers, c'est le cas d'un enseignant qui trouve son bonheur dans le sourire de celui qui lui dit « j'ai compris ». C'est aussi de l'altruisme intéressé parce que moi, je n'ai jamais rien appris qu'en enseignant. Donc, c'est en enseignant qu'on apprend vraiment ce qu'on enseigne. Et donc, il y a un point de passage entre l'altruisme et l'individualisme, et c'est quand même deux civilisations complètement différentes. L'une, c'est la civilisation du libéralisme aujourd'hui, qui étonnamment est la même que celle du populisme. Entre les populistes de droite et de gauche, et le capitalisme libéral, il y a une extraordinaire continuité idéologique. C'est moi d'abord. C'est la même chose. Il y a même une grande continuité, ça peut paraître surprenant, entre les versions, entre le consumérisme, la publicité qui vous dit moi d'abord, trouvez votre plaisir, etc. Entre le nationalisme qui dit ma nation, moi d'abord, etc. Entre une classe sociale qui dit moi d'abord,
Et le bouddhisme qui, lorsqu'il est mal compris, vous dit « moi d'abord », parce que c'est quand même, dans la version simpliste, le bouddhisme, c'est quand même l'apologie de l'égoïsme la poussée à l'extrême, dans sa version sommaire. Je me suis affronté avec le Dalai Lama un jour là-dessus, c'était très intéressant. Il y a donc tout un continuum de récupération autour de l'individualisme qu'on retrouve dans des versions donc extraordinairement différentes, mais qui sont toutes une façon de dire « moi d'abord ». Et puis il y a l'autre courant qui est celui de l'altruisme, qui se traduit idéologiquement dans deux dimensions, parce que je vois que je vais parler un peu trop longtemps. Oui, je vais parler trop longtemps encore, mais je vais dire encore quelques mots, qui se traduit par, d'une part, ce que j'appelle, et vous l'avez évoqué tout à l'heure, une société positive. C'est quoi une société positive? C'est une société dans laquelle on prend des décisions dans l'intérêt des générations futures. Dans lequel chacun d'entre nous, à chaque moment de sa vie, se pose la question, est-ce que ce que je fais est bon pour les générations futures? Alors, Marx, pas Karl, Groucho, disait, je ne vois pas pourquoi je m'intéresserais aux générations futures, qu'est-ce qu'elles ont fait pour moi? C'est intéressant, mais c'est faux. C'est intéressant parce que, en effet, ça paraît intuitif. Et c'est étrange qu'il va me falloir presque une minute pour vous expliquer pourquoi c'est faux. Qu'est-ce que les générations futures ont fait pour moi? Rien, donc je n'ai pas raison de m'intéresser à elles. Ben, c'est faux. Parce que, vous avez dit que je suis polytechnicien, on va raisonner comme en mathématiques simples, par l'absurde. Pour comprendre pourquoi j'ai besoin des générations futures, il faudrait prendre l'hypothèse qu'il n'y a plus de générations futures. Supposons qu'à partir de maintenant, plus personne ne naît. La première chose, c'est que vous allez perdre votre boulot. Bon, ça c'est anecdotique, mais c'est quand même concret. La deuxième chose, c'est que progressivement, on n'aura plus besoin non seulement de vous, mais des médecins, qui s'occupent des enfants, de l'ensemble des profs, vous voyez de qui je veux parler, tout ça. Mais aussi, à certains moments, il n'y aura plus, pour nous qui sommes vivants et qui sommes là, il n'y aura personne pour nous remplacer, pour faire différents métiers quand on ne sera plus en âge de travailler. Et puis, à la fin, les derniers vivants, ils mourront sans avoir ni médecin, jeunes, ni personne pour s'occuper d'eux. Il y aura d'ailleurs longtemps plus d'électricité, plus rien. Bon. Donc nous avons intérêt au bonheur de ceux qui ne sont pas encore nés. Nous avons un intérêt concret. Donc c'est ce que j'appelle l'altruisme rationnel. Nous avons intérêt, en dehors du plaisir, du bonheur qu'on peut trouver à créer les conditions de sa propre pérennité dans la transmission, ou simplement de transmettre, pour des raisons à la fois métaphysiques ou ontologiques, nous avons intérêt au bonheur des générations futures. Nous avons intérêt à une société positive. Et on peut en déduire que pour qu'une société soit positive, il faut qu'une économie soit cohérente avec une société positive. Qu'est-ce que c'est qu'une économie compatible avec une société positive? C'est une économie qui ne produit rien, qui fabrique de la mort. Et qui fabrique toutes les différentes formes de mort dont j'ai parlé en passant tout à l'heure. C'est une société qui se débarrasse de tous les produits de la mort, c'est-à-dire les énergies fossiles, les sucres artificiels, les drogues, l'alcool, le tabac. Et si on regarde avec assez de précision qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça, eh bien, il y a 60% du PIB de tous nos pays. 60% du PIB est dans l'économie de la mort. C'est non seulement le pétrole, non seulement la chimie, non seulement une grande partie évidemment l'industrie automobile, l'aviation, c'est une grande partie de l'industrie textile, c'est tout ce qui aboutit au renouvellement très rapide des choses, etc. Qu'est-ce qu'il y a dans l'économie de la vie? À l'inverse, la santé, l'éducation, l'hospitalité. Quand je parle d'éducation, c'est pas seulement les profs, mais c'est le périscolaire, c'est le monde associatif dont vous êtes évidemment. Il y a une grande partie du digital qui est utile à tout cela. Il y a l'alimentation saine, il y a l'agriculture saine, il y a les énergies renouvelables, il y a la démocratie, la sécurité, la défense fait partie de l'économie de la vie parce qu'il faut défendre les conditions de vie de ces pays. Et un des grands enjeux d'aujourd'hui, c'est de faire que l'économie de la vie passe de 40% du PIB à 80% du PIB.
par les réformes technologiques, par les réformes idéologiques, par les réformes politiques. Est-ce que c'est possible? J'en sais rien. Est-ce que c'est difficile? Très difficile. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Vous avez la gentillesse de citer ce livre qui n'est pas le dernier, d'abord parce que je déteste qu'on parle du dernier, parce que j'ai l'impression que j'en écrirai plus. C'est d'autant moins le dernier que j'en ai publié un depuis, et que j'en publie un autre dans 3 semaines, qui m'a passionné parce que je viens de terminer une histoire mondiale de l'éducation et de ce qu'elle est depuis 3000 ans et de ce qu'elle va devenir, ce qui était absolument passionnant comme recherche. Et donc, il y a énormément de réformes. Et en effet, dans le livre que vous avez cité, nous avons proposé pour la France un grand nombre de réformes en disant les priorités ont été très longtemps les priorités du travail. En gros, c'était les priorités masculines, parce que le travail, c'est masculin. Ensuite, on a fait rentrer des priorités féminines, à juste titre, non seulement liées à la place de la femme dans la société masculine, c'est-à-dire tout ce qui tournait autour du logement, des allocations familiales, etc., mais aussi maintenant à des priorités féminines plus égalitaires et dignes. Mais nous avons dit dans ce livre que le grand combat de maintenant, c'est de faire une priorité à l'enfance. Et c'est donc, nous avons proposé dans ce livre, pour le cas très particulier de la société française, qui est une toute petite partie de la population de la planète. François Mitterrand disait, c'est un petit canton dans l'univers, la France, mais c'est quand même le nôtre. Donc, l'intérêt c'est notre devoir de faire qu'il soit le mieux géré possible. Nous avons proposé un grand nombre de réformes, un code de l'enfance, une prise en compte bien meilleure de l'enfance qui se trouve l'enfance abandonnée, dans la façon dont elle est abandonnée tant dans la vie, dans la prime enfance qu'à l'école, dans le fait qu'elle a moins de droits, dans le fait qu'on les abandonne à 18 ans, enfin, vous connaissez ça mieux que moi, est inacceptable. Et donc on a proposé un code complet de l'enfance. Il y a un code du travail, il n'y a pas de code de l'enfance au sens complet du mot, qui mériterait d'être une vraie bataille. Mais au-delà de cela, il y aurait une réforme très simple qui pourrait guider tout cela. Et après, je dirai un mot sur le monde associatif. Ce serait simplement de dire, d'introduire un petit article de 3 lignes dans la Constitution. Toute décision contraire à l'intérêt des générations futures est inconstitutionnelle. Alors ça ouvre des perspectives vertigineuses, parce que comment on peut savoir si une décision est conforme à l'intérêt des générations futures? Déjà comme parents, est-ce qu'on est sûr que ce qu'on fait pour ses enfants est bon pour eux? Non. Mais enfin, on est sûr que si on ne se pose pas la question, on va se tromper. D'au moins, ça vaut la peine de se poser la question. Et le législateur devrait, comme chacun de nous, comme citoyens, comme épargnants, comme parents, se poser tout le temps la question, est-ce que ce que je fais est bon pour les générations futures? Si on veut se poser cette question d'une façon mégalomaniaque, il faut dire, est-ce que ce que je fais aujourd'hui va laisser aux générations futures un bon souvenir de moi? C'est une façon narcissique de se poser la question de l'intérêt pour les générations futures. Non pas comme les monstres qui laissent un souvenir aux générations futures en ayant tout détruit sur leur passage, mais laisser un bon souvenir. C'est la meilleure chose qu'on puisse faire. Si on se pose la question d'agir d'une façon utile par rapport au paysage un peu contrasté que j'ai tracé de l'avenir, c'est ça qu'il faut faire. Et tout naturellement, l'économie va s'orienter vers l'économie de la vie. Tout naturellement, les métiers que vous représentez vont prendre plus d'importance, puisque ce sont les métiers de l'hospitalité, de la santé, de l'éducation, et de s'occuper des jeunes et des gens en situation les plus fragiles. Est-ce que... comment vont être les organisations qui vont faire ça? Pour ne rien vous cocher, je crois que les États sont de moins en moins capables de le faire. C'est lourd, c'est compliqué, c'est bureaucratique, c'est pas adapté à la vitesse des changements, en particulier les grands États. Les entreprises sont beaucoup plus rapides, mais elles n'agissent pas sur la même logique, puisque l'entreprise, c'est le profit. Le seul univers collectif qui, même si lui-même est confronté, vous le vivez tous les jours, au même risque de bureaucratie, de narcissisme, de perversions internes de toutes sortes,
désir de pouvoir. Dès qu'il y a 3 personnes, que ce soit une association ou une entreprise, il y a des risques de conflit de personnes et de rivalité. Bon, la nature humaine est ainsi faite. Mais la seule structure qui a beaucoup plus de flexibilité et de capacité innovative, c'est le monde associatif. Dans ces 2 dimensions, l'association opérative et l'association évangéliste ou de plaidoyer. En anglais, on dit évangéliste dans un sens plus large que le sens théologique. C'est-à-dire l'association qui fait du plaidoyer ou qui proteste et l'association qui agit, qui produit des services. L'un renvoie au parti politique, l'autre renvoie à l'entreprise ou à l'État, parce qu'après tout, une association qui rend des services, c'est une façon, et vous le vivez tous les jours, de faire pour l'État, de faire faire à moins cher ce que lui ne veut pas faire ou ne sait pas faire. On se demande parfois si, quand on est dans le monde associatif, comme la plupart d'entre vous et moi, une large partie de mon temps, si on n'est pas en train de permettre à l'État de ne pas faire son travail, en le faisant à sa place. Je crois que le monde associatif a un avenir énorme, à condition d'être ultra professionnel, d'être au courant de tout ce qui se joue, d'utiliser toutes les technologies, d'entrer dans le monde de la politique, d'entrer dans le monde de l'entreprise. Par exemple, je pense que demain, les entreprises vont avoir besoin des associations pour légitimer leurs actions. Une entreprise ne pourra plus dire qu'elle travaille dans l'intérêt des générations futures s'il n'y a pas des associations qui viennent dire oui c'est vrai ou c'est pas vrai. Elle ne pourra plus dire il n'y a pas de harcèlement chez moi s'il n'y a pas une association ou une structure qui viendra lui dire on a vérifié, c'est vrai. Donc le monde associatif va avoir un rôle éthique pour porter les valeurs de l'altruisme dans un univers qui est un univers individualiste, et la question de savoir qui va gagner cette bataille dépend de chacun d'entre vous. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions ? Peut-être une première question, alors, forcément posée comme ça, je ne suis pas sûr que ce soit très pertinent, mais dans tout ce que vous nous avez dit, dans le monde associatif, on tente surtout dans les métiers qui sont les métiers des gens qui sont ici d'être optimistes. Est-ce que dans tout ce que vous nous avez dit, il y a quand même au moins une raison de rester optimiste ? Alors, c'est une question sans intérêt. C'est pas la bonne question. Mais je vais y répondre. Je vais vous dire pourquoi c'est pas la bonne question. Ma réponse à cette question qu'on me pose souvent est toujours la même. Si je suis spectateur d'un match de foot, je peux être optimiste ou pessimiste pour l'équipe que je soutiens. Et ça a de l'intérêt, je suis optimiste, je pense qu'ils vont gagner, je suis pessimiste. Si je suis sur le terrain, que je sois optimiste ou pessimiste, ça n'a aucun intérêt. Parce que être optimiste ou pessimiste, c'est une attitude de spectateur. Quand on est sur le terrain et qu'on joue un match, qu'est-ce qu'on doit se poser comme question ? Quelle est ma force ? Quelle est la force de mes partenaires ? Comment est-ce que je peux jouer ? Quelle est la force de mes adversaires ? Comment ils vont jouer ? Quelle est la stratégie que je dois employer ? Par rapport à cette question d'optimisme ou pessimiste, si je suis un joueur, la seule chose que je dois dire si je suis pessimiste, c'est pas la peine de jouer le match, il est perdu. La seule chose que je peux dire aujourd'hui, c'est que le match n'est pas perdu. On peut le gagner. Puis il y avait une merveilleuse phrase qui a été dite dans des circonstances très tragiques à la sortie de la guerre par un grand personnage qui était un de mes amis, qui était beaucoup plus âgé que moi, et qui me disait « Je ne sais pas si je suis optimiste ou pessimiste, mais je ne connais aucun optimiste qui soit sorti vivant d'un camp de concentration. » Merci beaucoup pour cette réponse. Je pense que... Alors, il y a des questions. Jean-Marie. Merci, Monsieur Attali, de cet exposé à la fois synthétique, brillant, qui a fait le tour des problématiques et des tendances lourdes. Moi, j'ai noté un point dans votre exposé, c'est qu'à aucun moment vous avez évoqué le poids du religieux ou des religions.
J'aimerais bien vous entendre là-dessus, car on sait aussi que les religions, on le voit en Iran, on le voit dans beaucoup de pays, on le voit aussi chez nous. Quel peut être ce poids, au fond, du religieux dans les évolutions et les tendances lourdes, ou sa disparition, finalement? Merci. Oui, il y a beaucoup de sujets dont je n'ai pas parlé, et celui-là est évidemment crucial, même s'il était en filigrane dans tout ce que j'ai dit. Au fond, je l'ai dit très rapidement en passant, le seul sujet qui intéresse les humains, c'est la mort. Et par rapport à la mort, nous avons eu plusieurs réponses. La première, c'est celle de chercher une éternité au-delà de la vie, le paradis, et qui est la fonction du religieux, de penser que la réponse à la mort, c'est l'immortalité dans l'au-delà. Puis il y a une deuxième réponse qui est apparue, c'est la recherche de l'immortalité ici, par l'allongement de l'espérance de vie. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le transhumanisme, quand ça pousse à l'extrême. Il y a des gens qui y croient. J'ai rencontré des gens qui m'ont dit, oui, les gens qui sont vivants dans cette salle seront immortels. Bon. Donc c'est cette tendance à cette recherche de l'immortalité. Et puis il y a une troisième tendance à l'immortalité qui est inconsciente, mais qui est très présente, c'est tous ceux qui sont dans cette salle vont mourir un jour. Tous. Cette table ne mourra pas. Ce qui veut dire qu'inconsciemment, nous avons le sentiment que les objets ne mourront pas, donc la meilleure façon d'être éternel, c'est de devenir un artefact. Et donc nous sommes en train de nous transformer en objet pour ne pas mourir. Le religieux reste comme la réponse première à la peur de la mort. Il est là. Et quand les deux autres ne donnent pas la bonne réponse, l'espérance de vie, ça a des limites, elle baisse en ce moment, même en France, on cherche ailleurs. Quand on se rend compte que la transformation de l'homme en un artefact, qui vient par toutes les dimensions, j'ai fait qu'un évoquer, mais on pourrait en ajouter des centaines, ne nous satisfait pas, on retourne au religieux. Alors, est-ce que le religieux va rester comme une réponse? Il va évidemment être une réponse. En particulier dans une ou deux religions qui restent aujourd'hui très présentes, évidemment en islam, dans une partie du christianisme qui est l'évangélisme, et c'est tout. Il y a aussi la spiritualité, mais qui n'est pas une religion dans le monde indien, mais qui est en train d'être balayée par la modernité. Donc, je pense que le religieux est là, mais ne peut pas être considéré comme une force autre que diminuant. Ce qui ne veut pas dire que pour chacun d'entre nous, le rapport à la spiritualité n'est pas essentiel. Moi, je suis croyant. Mais c'est une question intime. Et je pense que chacun d'entre nous peut avoir un rapport à la foi particulier, mais qui n'a rien à voir avec le religieux. Donc, il me semble que le poids des religions va beaucoup diminuer, sauf crispations identitaires qui sont liées aux crispations nationales, mais qui peuvent être nationales ou religieuses, mais d'une façon plus générale, il y aura un retour au spirituel parce que chacun veut trouver un sens aux choses et que le monde matériel ne suffit pas à donner du sens. Alors, on a peut-être une seconde question, si on a un peu de temps. Bonsoir, monsieur. Encore 5-6 minutes. Oui, j'ai été très, très intéressé par votre développement sur l'individualisme et ensuite l'altruisme, etc. Et je me posais la question, enfin l'une des questions qui se posent dans les directions, les fonctions de direction, c'est la capacité à se faire obéir. Et aujourd'hui, on voit bien comment il devient quasiment impossible de faire travailler plusieurs personnes, de nombreuses personnes, en vue des mêmes finalités. Comment créer de l'élan commun dans une société des égaux surdimensionnés. Pour se faire obéir, l'histoire humaine donne des réponses. La première réponse, c'est la peur.
on fait obéir en faisant peur. Soit en faisant peur physique, dictature, et c'est plus de la moitié de l'humanité qui obéit par peur aujourd'hui. Par une peur plus diffuse, c'est-à-dire peur de perdre son travail, peur de perdre un contact avec les autres, etc. Donc la peur d'être isolé, la peur de basculer dans la fragilité, que ce soit une fragilité économique, sentimentale ou autre. Donc c'est la peur. Il y a aussi une dernière dimension de la peur, c'est la peur externe. C'est-à-dire, je suis votre chef parce qu'il y a des ennemis extérieurs. Bouc émissaire. Je vous désigne un bouc émissaire, il faut qu'on s'unisse contre lui. Donc je suis votre chef contre l'autre. Et dans certaines entreprises, il y a aussi ça. On va être détruit parce qu'on a un adversaire qui est notre concurrent, il faut qu'on s'unisse. Donc, c'est ça. Il y a une autre façon d'être obéi qui est créer la condition d'un sens partagé. Et c'est pourquoi d'ailleurs on le voit aujourd'hui dans cet univers de mercenaires déloyaux, la seule façon d'unir des gens autour d'un commandement, c'est pas la peur, surtout dans les circonstances relativement heureuses aujourd'hui en France où il y a moins de gens qui ont peur de perdre leur emploi parce qu'on trouve plus facilement d'autres emplois, etc. C'est la fierté d'appartenir à une structure qui a du sens. Vous vous ferez plus facilement obéir si vous êtes capable de dire à ceux qui travaillent avec vous l'impact de ce qu'ils font en 2035. Vous devriez tous vous poser la question, c'est quoi ma structure en 2035 ? Et vous devriez demander à tous les jeunes qui sont dans votre entreprise, leur poser la question très simple. Qu'est-ce qui fait que vous aurez encore envie d'être là en 2035 ? Et si vous arrivez à avoir une réponse cohérente entre vous et eux à cette question, vous n'aurez même pas à vous faire obéir, vous travaillerez dans le même sens. C'est aussi vrai pour le politique. Merci, Monsieur Attali. On va s'arrêter là pour pas vous retarder. On vous remercie infiniment de votre participation et de cette ouverture. Merci à vous. 3 pages.